Nous entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, notre invitée du jour est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Très bien, c'est le plus important. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, notre objectif, c'est de mettre en avant une entrepreneur ou un entrepreneur de notre territoire et ça se fait en plusieurs parties. Dans la première partie, l'idée c'est de découvrir notre invité. Dans la seconde partie, son parcours, son activité, comment ça fonctionne, sa passion, etc. Dans la troisième partie, on intégrera effectivement, comme d'habitude, la partie conseil IMO de William. Et dans la dernière partie de l'émission, l'objectif pour nous, c'est d'aller sur le pitch de l'activité de notre invité, son secteur, sa clientèle, ses grands moments et puis ce qui l'inspire et ce qui peut être aussi des conseils pour vous qui souhaitez vous lancer, qui êtes déjà en activité. Donc voilà, un vaste programme comme on le dit souvent. Donc c'est parti. Mathilde, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Mathilde Siridem. Je suis créatrice de textile et facilitatrice en créativité par le textile. Et je travaille autour de la broderie, de la couture et du textile comme moyen d'expression. J'ai mon atelier en fait qui est situé à Villers-Cotterêts et où je crée en fait des ateliers. J'accompagne des personnes à découvrir leur propre créativité et je propose aussi des petits objets textiles. Très bien, plein de choses finalement autour de la créativité. J'aime beaucoup le terme facilitatrice en créativité. On comprend vraiment, en tout cas ça ouvre des portes et puis par rapport à ce que tu dis, c'est un peu plus clair. Donc un beau titre comme on dit. Alors avant d'aller un peu plus loin sur ton activité, ce que je te propose c'est que les auditeurs sachent un petit peu plus sur ta personnalité et comment ta vision du monde, on va dire ça comme ça. Donc si tu étais une couleur, ça serait laquelle et pourquoi ? Alors, si j'étais une couleur, je serais le marron, parce que déjà, j'aime trop le chocolat. La gourmandise, ça y est, c'est parti. C'est ça. Et parce qu'en fait, c'est le rapport aussi à la création qui est aussi la terre, donc j'aime beaucoup la couleur marron. Génial. C'est rare qu'on partage cette couleur, donc ça me fait plaisir de l'entendre. Et si tu avais 2 valeurs importantes pour toi, ça serait lesquelles ? Alors, le partage et la communication. Et pourquoi la communication ? Parce que je pense que la communication, c'est ce qui relie tout et qui permet en fait qu'on puisse avoir un lien entre les visions de ce en fait, vers la vision. En fait, je pense que de communiquer, de savoir communiquer, c'est un exercice qui est important dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie en fait. Et c'est ce que tu es en train de faire cet après-midi. C'est ça. Ouais. Et c'est marrant parce que le partage, on l'entend naturellement dans le cadre de ton activité autour de la créativité, des ateliers, etc. On se dit, on est dans la transmission aussi de savoir, d'expérience, de faire autrement. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est ancré naturellement et ça fait le lien avec toi. Et c'est vrai que la communication, je me suis dit, alors pourquoi elle dit la communication ? Mais merci pour l'avoir complété. On ira un peu plus loin dans la suite de l'émission sur ces points-là. Et du coup, pour toi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de termes de nos jours qui perdent un petit peu en sens, parce que c'est un peu utilisé à tout va. Pour toi, la créativité, finalement, c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, la créativité, en fait, pour moi, c'est de pouvoir, en fait, transmettre aux autres, mais déjà, avant tout, de sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est d'avoir, en fait, de mettre en avant sa personnalité, sa singularité. Pour moi, c'est ça, être créatif. Et de ne pas chercher, en fait, à bien faire ou à se dire c'est pas possible, c'est de juste s'exprimer, voilà. Ne pas rechercher le parfait et puis se laisser porter, c'est un peu ça ? Oui, c'est ça. C'est en fait, quel que soit ce qu'on fait, on peut être créatif. C'est
d'une manière ou d'une autre d'exprimer en fait sa personnalité à travers un geste, quelque chose qui peut en fait montrer qui on est. C'est intéressant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'entends aussi que c'est un moyen de se mettre un peu dans une bulle et de se ressourcer et de s'extirper un peu des tracas qu'on peut avoir. Mais est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce qu'il y a autre chose aussi par rapport à la créativité, ce que tu apportes finalement aux gens dans tes ateliers? À travers mes ateliers, en fait, j'essaie en fait de permettre aux gens d'avoir un moment déjà pour soi, c'est de s'accorder déjà et de pouvoir en fait révéler en fait ce qu'ils veulent exprimer à travers le dessin, la broderie et la couture. Et de pouvoir en fait en fin d'atelier de se dire je l'ai fait, c'est possible, j'ai pas fait parfait mais ça me ressemble, c'est exactement ce que je voulais, c'est trouver cet instant et trouver qui je suis, qu'est-ce que je peux exprimer en fait. Ouais, c'est vraiment cet aspect-là de se dire tiens, je vais exprimer quelque chose, mais et puis par ce côté un petit peu ludique, ce que j'entends, le dessin, la broderie, voilà, c'est des médias, on va dire, créatifs. Est-ce que finalement tu te dis bah tiens, le pas parfait, c'est parce qu'on est novice ou parce qu'il y a besoin un petit peu de s'y connaître un minima pour pouvoir avoir ce lâcher prise par rapport au résultat, je veux dire? En fait, je pense que dans la transmission, en fait, on ne cherche pas à être parfait. On cherche avant tout... en fait, une personne qui est créative cherche avant tout à être elle-même. Elle ne cherche pas, en fait, à faire parfait. Le parfait, c'est qu'on essaye de travailler pour ça, mais dans l'atelier, en fait, on essaye avant tout de comprendre, de se révéler, de tester ses limites, ce qui est possible et pas possible. Et à travers en fait la technique, en fait, on voit qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que l'on veut exprimer. Donc en fait, on n'est pas dans le parfait, on est dans je teste, en fait, je me comprends et je passe ensuite à un projet concret par la suite. Je teste, j'apprends par rapport soit au dessin, soit à la broderie, soit au textile, mais surtout, je pense qu'on apprend sur soi. C'est ça. Ouais. Exactement. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a un côté vraiment bien-être aussi dans ce que tu as évoqué. Oui. Par le biais de la créativité, on peut travailler pas mal de choses sans s'en rendre compte, j'ai l'impression. Le bien-être, il vient en fait par l'expérimentation, le fait de tester plusieurs techniques, plusieurs approches. En fait, on finit en fait par se détendre parce que justement le fait de s'exprimer, d'échanger, etc., d'être accompagné aussi, on a l'impression en fait de s'occuper vraiment et de communiquer vraiment ce qu'on veut au final. Donc, ça finit par déclencher un bien-être. Excellent. Et je pense à un truc, parce que je sais que, bon, je connais un petit peu ton activité, donc je triche, mais je sais qu'il y a d'autres choses aussi au-delà de la créativité auxquelles tu tiens, notamment quand on parle de textile. Je crois qu'il y a un côté un petit peu écologique et environnement qui te tient à cœur. Est-ce que c'est le cas et pourquoi ? Alors, l'écologie, en fait, je tiens en fait à ce que toutes mes créations se fassent à partir de textiles récupérés, en fait. Et parce que simplement, je considère que justement le fait d'avoir cette liberté de prendre des textiles qui ont déjà une histoire, déjà un vécu, ça permet en fait c'est plus facile en fait de s'exprimer dessus que d'acheter du textile où on va se dire il faut que je fasse parfaitement, etc. C'est mieux. Ça ne veut pas dire que derrière il y a un gaspillage qui va se faire, mais vu la manière que moi je travaille, en fait, ça va permettre que chacun puisse vraiment s'exprimer et reprendre en fait ce bout de tissu pour comme un brouillon qu'on peut en fait garder avec soi et se dire je l'ai fait,
j'ai pu en fait tester et je peux le garder en fait comme un carnet de créativité un peu pour me dire ben voilà, je suis partie de là et je peux arriver aujourd'hui à faire quelque chose de plus concret. Oui, puis de se dire peut-être que le tissu auparavant il avait tel usage. Et c'est toujours de se dire, tiens, je vais lui donner une autre vie avec une autre utilité, entre guillemets. Et puis ça crée un récit comme tu l'évoques. C'est ça. Et il y a le côté aussi, je pense qu'il y a l'étape d'avant. Alors, si Oui. toi, tu as la capacité de le faire, parce que je pense que du coup, tu vas un petit peu chiner, tu vas avoir un coup de cœur peut-être sur tel ou tel tissu, et puis du coup, tu vas dire, ah là, c'est ça. Il y a un truc et je veux faire quelque chose avec ça. Et peut-être, comme tu le disais avant aussi, bah, c'est quelque chose que tu veux et que tu transmets du coup aux personnes avec qui tu as l'occasion de collaborer, de se dire, bah, tiens, en fait, vous n'êtes pas juste arrivé à ce résultat. Avant, ce tissu, il avait telle histoire et vous lui avez fait... c'est exactement ça. Chaque tissu, en fait, que je récupère a une histoire. Et ça fait qu'en fait, que soit la personne aussi, elle peut par la suite, quand on part sur l'idée du projet, la personne, elle peut ramener son propre textile avec son histoire, comme un vêtement de bébé, un vêtement qu'on lui a donné dans sa famille, etc. Et ça permet en fait qu'il y ait cet attachement au textile qui fait qu'en finalité, on part sur vraiment une histoire à raconter à la fin. Et voilà. Excellent. Alors, je vais terminer sur une dernière question qui va un petit peu revenir sur les précédentes. Je veux pas qu'on enchaîne tout de suite sur... Pourtant, ça me titille de creuser les trucs, mais on en parlera dans la seconde partie, ça sera plus intéressant pour les auditeurs. Une dernière petite chose, qu'est-ce qui t'anime au quotidien et quelle est ta source d'énergie au quotidien ? Alors, ce qui m'anime au quotidien, en fait, c'est cette question de toujours repousser les limites, de voir en fait jusqu'où en fait le textile il peut en fait se transformer, et aussi de voir en fait ce que les personnes à la fin, comment ils réagissent face au projet et les idées, parce que c'est vrai que je travaille jamais toute seule. En fait, je travaille avec mes clients. En fait, je les accompagne. C'est vraiment un accompagnement. On travaille à deux sur les projets et ça fait qu'en fait, que c'est toujours cet émerveillement et puis justement ces histoires qui naissent, qui m'animent. Oui, et puis des moments de surprise où tu dis je n'avais pas pensé qu'on arriverait jusque-là et finalement on a été jusque-là. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et puis il y a la reconnaissance de la personne et toi une certaine fierté, une joie en tout cas qui émerge. Merci beaucoup Mathilde. On arrive au bout de cette première partie de l'émission. Alors on creusera après la suite sur le parcours, un peu plus sur ton activité, etc. Là, ce que je vous propose, c'est une pause musicale avec Shakira, avec le morceau Zoo. Et c'est parti, à tout de suite dans l'émission Nous Entrepreneurs sur Happiness Radio. Nous Entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio. Juste avant, on a eu un petit clin d'œil à ceux qui ont vu le film Zootopie 2 avec leurs enfants, avec le morceau de Shakira. Voilà, ça comme ça c'est fait. Et donc dans la deuxième partie de l'émission avec Mathilde, du coup nous allons parler un peu plus de son parcours, de son activité et on va creuser tout ça ensemble. Alors du coup Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Comment t'en es arrivé finalement à ce projet ? Quel a été le déclic avant que tu te lances là-dedans finalement ? Alors, je viens en fait du métier du textile et du graphisme. Donc, j'ai un parcours en fait en tant que décoratrice de surface et volume. Donc, c'est l'un des diplômes en fait qui m'a permis en fait de travailler dans le graphisme. Et ensuite, j'ai en fait un certificat supérieur en formation professionnelle dans le design. Donc, c'est de là en fait que je me suis réellement lancée en fait dans le design textile et qu'aujourd'hui, en fait, je crée des motifs, des objets textiles, des vêtements à partir de textiles de seconde main.
Donc, j'ai commencé à enseigner en fait aux particuliers et aussi dans des associations, notamment en milieu associatif, où en fait j'ai travaillé avec ce milieu éco-responsable. Et donc, je pratique généralement très sur le terrain et j'essaye de transmettre à travers en fait mes kits de broderie et tout ça. Donc en fait, finalement, au départ, tu viens de ce domaine-là, entre guillemets, pas très loin, en tout cas, c'était assez proche de ce domaine puisque tu as été formé là-dessus. Et tu l'as testé finalement avant de le lancer officiellement, si j'ai bien compris. Oui. Ok. En fait, au début, en fait, j'étais en région Paris, carrément à Paris, dans le 14e, où je travaillais en fait avec Copanam, où j'ai fait en fait plusieurs défilés. Et j'ai testé mon activité. J'ai vu en fait que d'acheter des textiles pour faire de la création, c'était pas en fait l'idéal. Et c'est vraiment, en fait, quand j'ai déménagé dans les Hauts-de-France, j'ai découvert, en fait, tout ce qui est, comment ça s'appelle, le relais, par exemple, où justement, ils reprenaient les textiles. J'ai eu l'occasion, en fait, de travailler là-dedans. Et j'ai découvert, en fait, qu'il y avait de tout. Il y avait des vêtements, autant des vêtements qui étaient de haut de gamme, comme il pouvait y avoir des vêtements de la fast fashion. Et ça m'a donné en fait l'idée de vraiment réagir, de revoir en fait mon procédé de fabrication. Et c'est de là, en fait, grâce à une association qui s'appelle EVA, que j'ai débuté à Villers-Cotterêts. Je me suis lancée vraiment à partir de cette association. De fil en aiguille, ça c'est voilà, c'est ça. Des petites étapes, etc. C'est vrai que dans les relais, on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Oui. Bon, c'est des sujets aujourd'hui qu'on entend beaucoup, surtout avec l'affaire du BHV. Mais effectivement, le vêtement un peu jetable, la vision qu'on a un petit peu aujourd'hui, et puis quand on le met au relais, on s'en débarrasse et on ne sait pas ce que ça va devenir finalement, parce que y en a quand même pas tant que ça qui est réutilisé derrière parce qu'ils peuvent pas le faire. Mais en tout cas, du coup, l'idée, c'est, si j'entends aussi ce que tu dis, et tu me reprends si je dis une bêtise, hein, faut pas hésiter, hein, oui. on est là pour ça. C'est aussi d'avoir une double démarche, c'est de sensibiliser les personnes finalement à réutiliser finalement des tissus qui jetteraient si on leur donnait pas une autre voie possible. Donc de sensibiliser à ça, et puis d'un autre côté de le faire par le biais de la créativité pour révéler certains potentiels des personnes avec qui tu travailles et que tu proposes finalement tes ateliers ou même tes kits finalement de couture et de broderie. C'est ça. En fait, le travail se fait avant tout dans la recherche de matières, parce que je ne travaille pas avec toutes les matières non plus. J'essaye de privilégier les matières naturelles. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de travailler avec 70% de la matière. C'est, quand je parle par exemple de fragments, c'est vraiment des petits morceaux des chutes même de tissu, donc qui peuvent être dans un format de 5 cm par 5 cm pour faire par exemple des broches, des pins, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer sur n'importe quel format. Et ensuite, il y a aussi se concentrer sur la personne, parce que c'est de là que vient aussi la révélation en fait du textile, c'est que la personne exprime réellement ce qu'elle veut sur le textile, ce qui donne en fait le motif, etc. Et est-ce que dans les résultats, si je peux les appeler comme ça, est-ce qu'ils le font pour eux ou est-ce qu'ils le font pour offrir? Parce que comme le tissu finalement, il a déjà une histoire, mais du coup on en rajoute une derrière, limite c'est un peu une âme qu'on est en train de créer. Généralement, c'est quelle voie qu'ils choisissent? C'est plutôt pour eux ou c'est plutôt pour d'autres?
Ben, le plus souvent, on va dire que c'est pour eux, parce que généralement, ils ne savent pas où ils vont. Ah oui. À part pour tout ce qui est atelier couture, etc. Généralement, il y a une demande bien spécifique. Je vais le donner à mon fils ou je vais l'offrir à quelqu'un. Mais sur, par exemple, les pochettes, tout ce qui est petits objets textiles, oui, là, ils savent où ils vont directement décider de le faire pour quelqu'un. Mais quand on travaille sur des carrés de tissu en broderie, etc., généralement, c'est pour eux parce qu'il y a tout le travail de patience et puis ce côté waouh, j'ai réussi à le faire sur le point. Donc, Ouais, je vois. Ok, ça c'était vraiment une question de curiosité, mais je pense que du coup ça ferme pas les portes, et les deux sont possibles et ça dépend effectivement peut-être aussi comment la personne voit les choses au début. Est-ce que j'y vais parce que je sens que le côté créatif m'appelle et puis on verra où ça me mène, soit j'ai déjà un petit peu de bagou on va dire là-dedans et puis je veux me laisser porter par une nouvelle approche et puis j'ai un peu une idée de ce que je peux faire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à ça. C'est ça. Parce que en fait j'ai le truc en tête mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver seul, donc je vais faire appel à tes services. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que je comprends les choses. Ok, intéressant. Et donc ça tu l'as créé en quelle année ton activité? Parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement tu l'as testé d'abord. Oui. Et donc ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité? Alors, comme j'ai expliqué, en fait, là, j'avais été sur Paris accompagnée par Copanam. Et en arrivant dans les Hauts-de-France, j'ai été accompagnée par la BGE. Donc, je l'ai lancé officiellement en 2020. Et en novembre 2020, donc là, ça fait 5 ans que mon activité est lancée. Mais j'ai vraiment testé en amont de 2017 jusqu'à 2020 avec la BGE. J'ai beaucoup travaillé mon projet. Et souvent, alors 5 ans, bravo déjà à toi. Merci. Et souvent, ce qui se passe, c'est aussi, il y a des caps dans son activité, quelle que soit l'activité. Au début, peut-être que tu étais sur une offre différente en termes de priorité par rapport à aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est resté tel quel, on va dire? Alors au début, j'étais beaucoup plus sur le dessin, sur le stylisme, vraiment sur l'idée de faire des vêtements. Et en finalité, j'ai progressivement, je me suis concentrée sur la broderie, sur des kits, etc. Et c'est en partant justement de cette découverte que j'aimais beaucoup en fait la broderie dans cette spécialité en fait, qui m'a donné l'envie de lancer des kits. Ça a abouti. J'ai pu en fait apporter justement de faire compléter les cours de couture avec la broderie, et ça a bien se matché en fait parce que je me suis rendu compte qu'en fait en partant du dessin, les personnes elles comprenaient mieux le projet. Et ça a donné un parcours complet, même avec mes diplômes, de voir en fait que c'était complémentaire, ça me rassurait. Oui, du coup, tu as enrichi un peu le truc avec différentes... En fait, tu parles de parcours, c'est marrant. Du coup, ça veut dire qu'on a plusieurs étapes finalement qui nous permettent d'arriver au résultat qu'on souhaitait. C'est ça. Et le dessin, c'est un vecteur qui permet de projeter un petit peu plus loin, j'ai l'impression, dans ce que j'entends aussi. Oui. Ok. Et les kits de broderie, du coup, comment ça a émergé? Puisque tu as dit que c'est pas venu tout de suite. Non, les kits de broderie, en fait, ça a émergé. En fait, j'étais dans une phase, surtout au niveau de avant, justement, cette idée de Covid, parce que, comme j'ai dit, c'était en 2020. Donc, je perdais un peu le fil. J'ai travaillé dans la sérigraphie. Et puis les ateliers, ça devait être compliqué à cette période d'en faire, puisqu'on pouvait pas oui, se voir. c'est ça. Ok. Et sur le coup, j'étais sur cette idée en fait de savoir comment j'allais en fait transformer les textiles. Et le dessin, bon, ça a toujours été là, mais j'avais besoin en fait de trouver comment transformer le textile. Donc la broderie est arrivée, ça m'a vraiment détendue.
Et ensuite, le fait d'aller plus loin, de créer des vêtements, de créer des accessoires, c'est là que ça m'a donné l'envie de faire des kits et de pouvoir les envoyer, les partager avec d'autres personnes. Oui, puis là, il n'y a plus cette limite de territoire. Là, on peut les commander en ligne et profiter de ce kit. Et qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans ce kit ? Alors, dans le kit, en fait, on trouve du papier hydrosoluble avec le dessin en fait, que j'ai créé. Il y a en fait un enfile-aiguille, une aiguille et puis toute la notice qui raconte l'histoire du projet. Et il peut y avoir aussi du textile recyclé. Pas forcément du textile uni, mais il peut y avoir différents types de textiles, mais généralement c'est du coton. D'accord. Et est-ce qu'il y a différents types de kits ? Est-ce que par exemple tu as des catégories spécifiques ou c'est vraiment un kit unique Alors, il y a des kits de débutants. En fait, j'ai un kit par exemple qui s'appelle Harmonie naturelle. C'est un kit en fait qui permet en fait de travailler différents points. C'est pour les débutants et qui est très apprécié justement parce que c'est un kit assez floral qui rappelle en fait ce côté tourbillon de la nature en fait on va dire. Et il y a aussi un kit qui permet en fait de travailler d'autres kits qui permettent de travailler d'autres techniques, mais c'est plus poussé. J'essaye quand même de limiter les kits à juste en fait, ce que je comprends aussi dans les kits, c'est que il y a cette histoire de niveau. Donc voilà, si on est plutôt débutant ou intermédiaire ou avancé, on va choisir le kit qui nous correspond le plus. Et du coup, en fonction de ça, en fait, tu apportes des éléments supplémentaires qui permettent vraiment de monter en puissance et d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est ça. Et on n'a pas les mêmes choses dedans, du coup. En fait, les kits sont... c'est des kits, en fait, qui sont évolutifs. Ouais, ok. Et ça me permet, en fait, de permettre aux personnes d'évoluer avec un seul kit. Par exemple, Harmonie naturelle, en fait, à l'intérieur de ce kit, en fait, il y a un dessin qui a été créé comme un motif. Et c'est un motif. Et ça permet, en fait, d'aller sur plusieurs supports, comme un accessoire, un col, une poche, etc. Et au niveau du tracé du dessin, en fait, on peut vraiment faire quasiment beaucoup de points, comme tout ce qui est fleurs, tout ce qui est feuilles et tout ce qui est, vu qu'il y a des lignes droites ou courbes, donc en fait, on peut faire beaucoup de points différents. Et c'est cette question en fait d'évolution avec un seul kit qui donne réellement la valeur, parce que avec les supports vidéo et tout ce que je propose autour, ça permet que la personne en fait gagne en assurance. Ouais. Et en autonomie, et qu'elle ne se sente pas finalement démunie, ou un truc se dire j'ai juste le kit on va dire matériel et puis 2-3 trucs. Là on est vraiment, même si tu n'es pas là physiquement, tu nous accompagnes grosso modo avec le kit. C'est ça. Bien, merci beaucoup pour tous ces partages, Mathilde. On va arriver au bout de cette deuxième partie de l'émission. Le temps se passe tellement vite. Donc, dans la troisième partie de l'émission, du coup, on aura la chronique IMO de William. Mais avant ça, on aura une petite pause musicale avec Clémentine, la famille. On se dit à tout de suite sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs. Et c'est parti. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio et c'est le moment de la chronique IMO. Alors à toi de jouer, William, et quelle est la thématique du jour ? Alors aujourd'hui, on va voir si on peut devenir libre financièrement encore avec l'immobilier en 2026. Donc effectivement, c'est un gros sujet. On entend souvent dire que l'immobilier c'était mieux avant, qu'aujourd'hui avec les taux, les prix, les normes, c'est devenu très compliqué. Pourtant, chaque année, il y a des milliers de personnes qui construisent encore leur liberté financière grâce à la pierre. Donc la vraie question en 2026 ce n'est pas est-ce possible, mais c'est plutôt comment on va réussir à investir et devenir libre financièrement et comment font ceux qui y arrivent.
Donc la liberté financière, ce n'est pas être milliardaire, c'est simplement un moment où vos revenus passifs couvrent vos dépenses de vie. Donc concrètement, c'est quand vos loyers paient votre crédit, vos charges, vos impôts, et qu'il reste un revenu net régulier. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus obligé de travailler pour vivre, et c'est vos revenus passifs qui couvrent en fait votre quotidien. Donc vous travaillez par choix et non plus par contrainte. Pourquoi l'immobilier reste un levier qui est important et unique en 2026 ? Malgré certaines évolutions du marché, l'immobilier garde 3 forces majeures, notamment l'effet de levier du crédit qu'on a pu voir précédemment dans certaines chroniques, où on peut acheter un bien donc à hauteur de 150 000 € avec peu d'apport. La banque finance une grosse partie donc, du crédit, vous mettez un petit peu d'apport et le locataire rembourse tous les mois. Et c'est comme ça que vous pouvez construire votre patrimoine en ayant injecté peu d'apport pour avoir un bien qui, d'ici des années, va pouvoir être vendu un peu plus cher. Il y a également la protection contre l'inflation. Effectivement, quand on investit dans la pierre, ça nous protège de l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand les prix augmentent, les loyers y suivent. Donc chaque année, grâce à l'indice de revalorisation des loyers, vous pouvez augmenter votre loyer. Donc en fait, vous n'êtes pas impacté par rapport à l'inflation qui, elle, continue à courir et qui peut se voir au quotidien. Donc votre dette reste fixe puisque le crédit, la mensualité de crédit est fixe. Et en France, on a encore cette chance-là d'avoir une mensualité fixe. Le besoin fondamental de se loger, effectivement, en 2026, il y a la pénurie de logements qui est toujours présente et elle sera encore plus présente notamment avec des appartements qui ont des mauvais diagnostics, donc qui sont en DPE G ou F, et en G donc on peut plus le louer, en F ça sera interdiction de louer à partir de 2028. Donc c'est vrai que la demande reste importante, c'est pour ça que la demande locative est structurelle et nécessite d'avoir des bailleurs qui investissent pour pouvoir loger les gens correctement. Ce qui a changé au niveau des règles du jeu en 2026, c'est que le marché a bougé. Donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent se lancer. On ne fait plus de liberté financière avec des studios qui peuvent être surcotés à Paris, mais on va construire dans des villes moyennes avec des stratégies optimisées, avec une fiscalité maîtrisée et une vision long terme. Les investisseurs qui vont réussir en 2026, ils vont travailler sur la rentabilité nette, sur la structuration de leurs finances, mais aussi sur l'optimisation de la stratégie d'exploitation. Donc, est-ce qu'on va investir en location courte durée, en location longue durée ? Est-ce qu'on va faire de la colocation ? Est-ce qu'on va faire de l'achat-revente ? Est-ce qu'on va faire de la location nue ? Il y a différentes stratégies par rapport à ça. Et ils vont également penser le parc immobilier, donc vraiment avoir une vision long terme. Donc c'est comme ça que ces investisseurs-là vont pouvoir réussir. Donc pour vous donner un exemple de parcours type de la liberté financière grâce à l'immobilier, une personne qui a 2 000 € de revenus net par mois, il faudrait qu'il ait des biens qui génèrent entre 400 à 600 € de cash flow, donc de bénéfices nets, pour pouvoir en fait être libre financièrement et puis atteindre son revenu salarié. Donc c'est à peu près 4 à 6 biens structurés. Donc comment il va faire ça ? Il peut faire ça avec de la location meublée en étant LMNP, donc loueur meublé non professionnel, avec de la colocation, avec des petits immeubles et en réinvestissant les cash flows pour des apports. Donc sur 8 à 12 ans, un investisseur expérimenté, il peut construire un parc qui s'autofinance, augmenter progressivement ses revenus, sécuriser ses loyers, optimiser sa fiscalité et atteindre donc un seuil de liberté. Donc certaines erreurs qui empêchent d'arriver à ce stade, c'est absolument chercher la perfection au lieu de passer à l'action. Donc moi, quand j'accompagne des personnes avec ImoWise, il y a beaucoup de personnes qui cherchent un peu le mouton à 5 pattes, mais c'est très compliqué à trouver. Donc il vaut mieux se lancer, faire des erreurs, mais ça va vous donner justement l'expérience pour continuer par la suite qu'une personne qui attend sur le côté et qui au final ne se lance pas et ne construit pas son avenir ou prépare sa retraite.
Notre erreur, c'est également acheter sans stratégie globale. Donc c'est acheter, mais on ne sait pas si on va faire la location nue, location meublée. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas où on va, sachant que la fiscalité est quand même importante en France. Il faut avoir une vision assez globale par rapport à ça. Une autre erreur, c'est vouloir aller trop vite sans se former. Donc c'est parce qu'on peut voir des vidéos YouTube et on se dit tiens on y va et on réfléchit pas trop et là on peut faire effectivement beaucoup d'erreurs. C'est également négliger la fiscalité et la gestion. Donc la fiscalité, comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même un gros point en France. Si on investit correctement avec des bons véhicules fiscaux, ça nous permet justement de réduire notre imposition et d'avoir une gestion optimisée de son bien et des revenus locatifs. Une autre erreur également, c'est de pouvoir raisonner en court terme au lieu du long terme. Raisonner en court terme, sachant que l'immobilier, c'est vraiment sur des années. On peut voir la courbe de l'immobilier qui fluctue. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une vision long terme. Quand on achète un appartement, il faut se dire est-ce que c'est pour le louer sur 2-3 ans, et si c'est le cas, est-ce qu'après je vais revendre, ou alors c'est pour préparer ma retraite d'ici 20 ans et dans 20 ans il sera fini de payer, je vais pouvoir le revendre. Voilà, c'est toute une stratégie à adopter pour bien réussir son investissement et éviter toutes ces erreurs. Le facteur clé, donc pour moi, c'est l'accompagnement et la méthode. Ceux qui réussissent, c'est pas les personnes les plus riches. Au contraire, c'est des personnes qui sont motivées, qui veulent réussir, mais qui ont une vision claire, qui ont un plan défini, qui ont une stratégie et qui souvent sont accompagnés pour justement réussir. On peut très bien emprunter pour investir dans l'immobilier locatif avec des salaires à hauteur de 1 800 euros, 2 000 euros. Ça, c'est tout à fait possible tant que vous avez votre vision qui est claire, un plan et une stratégie. En 2026, la liberté financière avec l'immobilier n'est pas un mythe, elle est réelle et elle se construit. Elle est simplement devenue plus technique, c'est plus stratégique, c'est plus professionnel. Et ce n'est plus une question de chance, mais vraiment de méthode. Comme j'ai pu l'expliquer avant, il y a toute une structuration à avoir pour pouvoir réussir et avoir la confiance des banques, parce que sans les banques, l'investisseur ne peut pas réussir. L'immobilier reste quand même l'un des rares leviers accessibles au plus grand nombre pour transformer un salaire en patrimoine et en revenu passif. Même si on va vous dire que ça reste compliqué d'investir en immobilier ou que c'est pas à la portée de tous, tout le monde est capable de se lancer. Il faut assainir ses comptes si vous êtes dans le rouge. Il faut se structurer, il faut avoir une stratégie claire, il faut avoir de l'épargne, mais c'est possible et ça nécessite des efforts de tous. Après, est-ce que chacun a envie de faire ces efforts-là ? Ça, c'est un autre sujet. Donc si vous souhaitez devenir libre financièrement, préparer votre liberté et que vous ne savez pas comment faire, je peux vous aider, je peux vous accompagner, que vous soyez particulier, entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez tout à fait les cartes en main pour vous lancer. Donc moi c'est ImoWise Consulting, vous pouvez me retrouver sur les réseaux comme Instagram, LinkedIn, donc IMOWISE, et je vous accompagne dans ce projet-là, donc de la recherche du bien jusqu'à la mise en place de locataires. Je vous accompagne par rapport à mon expertise et mon expérience sur l'investissement immobilier que j'ai depuis plusieurs années, et je vois avec vous la meilleure stratégie qui est adaptée à votre situation, pour justement préparer soit votre avenir, soit avoir des revenus locatifs récurrents, ou simplement faire de l'achat-revente pour avoir une somme d'argent conséquente et après l'utiliser un peu comme bon vous semble. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, je reste disponible et j'espère que cette chronique vous aura servi. À bientôt. Nous, Merci. entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. On est de retour dans l'émission de Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie dans la dernière partie de l'émission. Déjà, quand on est en bonne compagnie, ça passe très vite. Alors, Mathilde, c'est un peu notre moment, on va dire, rituel dans l'émission. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher ton activité en quelques mots ? Comme ça permettra aussi aux personnes qui nous rejoignent dans l'émission de pouvoir raccrocher un petit peu les wagons. Et puis, pour ceux qui étaient déjà là aussi, de confirmer ce qu'ils ont compris ou entendu. C'est parti. Alors, moi, je suis une facilitatrice en créativité dans le domaine des textiles. Donc, l'idée, en fait, c'est d'inviter en fait les personnes à clarifier
ce qu'elles veulent créer, d'oser, de poser les gestes concrets et de parvenir sans renoncer en fait à leurs valeurs, d'avoir en fait des idées déjà en tête et d'aboutir. Donc je les accompagne dessus. Et aussi en fait dans mon activité, je propose en fait des kits et aussi des parcours, des offres de parcours pour aboutir de A à Z à des projets. Et je travaille essentiellement avec les particuliers, mais aussi avec des associations, tout ce qui est médiathèque aussi, des structures, voilà. Et j'enchaîne côté Non, mais nouveauté. je pense t'as évoqué finalement ton activité. J'allais te poser une question, donc c'est bien que tu aies eu ce regard-là, donc ça permet d'enchaîner. Déjà, bravo à toi pour tout ce que tu nous as partagé depuis le début de l'émission. Ouais, je voulais creuser un petit peu plus sur... parce que tu as parlé de ta clientèle, effectivement, là, il y a quelques secondes. Est-ce que tu peux, par exemple, nous partager pour les professionnels, tu vois, tu as parlé des médiathèques, etc., le type de projet finalement que tu leur proposes et avec lesquels tu as pu collaborer jusqu'à présent? Alors, je propose en fait des projets à thème. Donc, l'idée, c'est de travailler en fait sur un thème bien particulier. Le dernier thème sur lequel j'ai travaillé, c'est celui de François Ier, avec le château de Villers-Cotterêts, mais c'était pour la médiathèque justement de Villers-Cotterêts. Donc l'idée c'était de parler de la salamandre et du symbole des lettres en fait de François Ier. Mais j'ai tourné un peu l'idée en fait au niveau des habitants. Donc l'idée c'était de parler de la salamandre en tant que symbole de force et de la lettre en fait du prénom des personnes comme en fait une façon en fait de se valoriser, de se mettre en avant en fait un peu comme François Ier qui a utilisé en fait ces lettres pour symboliser en fait qui il est. Et donc concrètement, ça consistait en quoi si on se projette sur l'une des séquences que tu as proposées? C'était en direction des habitants, si j'ai bien compris. Oui, ouais. C'était justement en fait pour remercier, je l'avais fait en fait justement, c'est moi qui ai lancé le projet avec la médiathèque de Villers-Cotterêts. C'était en fait pour remercier la ville en fait de m'avoir soutenu sur le projet, de voir en fait que je m'étais ancrée à Villers-Cotterêts et que ça faisait 5 ans que mon activité avait décollé. Et aussi de parler aux habitants en fait de cette question de culture au niveau du château pour les rapprocher justement, de rechercher plus loin l'idée, de comprendre. Et ça a été un succès. Ça a permis en fait à des personnes de découvrir la broderie. Ça a permis aussi de raconter une histoire, comme je fais toujours. Et puis, ils sont repartis chacun, en fait. À la fin, il y avait toutes les générations, les enfants, des personnes un peu plus âgées. Donc, ça a permis, en fait, que chacun puisse repartir avec un petit projet et puis se lancer, en fait, sur le upcycling, la transformation de supports. Ouais, ok, je vois, c'est plus clair. T'as un petit truc dans l'œil. Oui. Ok. Oui, donc l'idée c'était effectivement de partir de la salamandre ou des choses qui émergent là autour de François Ier, notamment dans l'écriture, si j'ai bien compris. Pour quelle que ça soit une démarche internationale, donc du coup ça touchait les plus jeunes et les plus anciens, on va dire, du territoire. Ok, chouette. Et ça c'est du coup la municipalité qui le prenait. Oui. Est-ce que tu as un autre projet un petit peu, on va dire, exemple que tu as pu mener, que ça soit pour les particuliers ou les professionnels, que tu as envie de nous partager? Oui, justement avec Harmonie Naturelle, le kit de démarrage, j'ai eu l'occasion en fait d'initier aussi à France Service où j'ai permis aussi à des personnes de découvrir la broderie. Et là encore, ça avait été un franc succès.
Ça a permis en fait que justement que des personnes de tous les villages alentours puissent découvrir lors d'une porte ouverte et puis aussi les différents services pour ceux qui ne connaissaient pas France Service. Donc oui, là encore c'était un vrai projet. Et, toujours autour de la broderie et... C'est ça. Ok. Il n'y avait pas le dessin là dans celui-ci. Si, il y avait tout, comme d'habitude, en fait, t'as les différentes. Parce qu'en fait, elles avaient quand même la possibilité de transformer quand même le kit. Il y avait plusieurs points et ils ont eu l'occasion de modifier. Beaucoup ont laissé libre cours parce que j'oblige jamais en fait les participants à rester figés sur la technique. Ils peuvent vraiment se lâcher et voilà. Trop bien. Et lors de la Foire Expo aussi à Villers-Cotterêts, j'ai eu l'occasion de faire un projet qui s'appelait justement l'arbre à fragments. En fait, et l'idée c'était que chacun puisse mettre un bout de textile et exprimer un mot, une phrase, ce qu'il voulait. Et là aussi, ça a été un petit succès parce que il y a eu du passage. Et c'était faites-moi une fleur et je vous fais une fleur. Donc je leur avais fait en fait un pins à partir de cuir recyclé de seconde main et de la broderie en pins. Donc trop bien. C'était chouette. Et généralement, du coup, ces séquences-là, elles durent combien de temps ? Généralement, ça dure 2 heures. Okay. 2 heures de temps. Là, la Foire Expo, c'était sur une journée, mais sur les ateliers, c'est généralement 2 heures de temps. Et du coup, est-ce que généralement, dans les 2 heures, on arrive au bout ou est-ce qu'il y a besoin d'une autre séquence et ça fait partie du processus d'avoir finalement plusieurs séquences ? En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui travaillent très rapidement, qui arrivent en fait à finaliser les projets. Et il y en a celles qui ont besoin de plus de temps pour terminer et voilà, et qui demandent souvent d'autres séances. Et est-ce que tu as déjà eu des cas où tu vois, il y a des personnes qui viennent mais ils te disent je suis pas créatif ou créative et il y a un blocage? Ça arrive très souvent, mais généralement, pas à moi, parce que je suis une bonne prof. On va dire que je suis une bonne accompagnatrice, je ne suis pas professeure. En fait, l'idée, c'est justement de travailler en fait, sur ce côté blocage, de dire aux personnes, en fait, l'objectif, ce n'est pas de se dire en fait, qu'on ne peut pas. En fait, avec moi, en fait, ce n'est jamais une corvée, ce n'est jamais en fait, une obligation. L'idée, c'est déjà d'arriver en se disant, je vais me détendre, je vais le faire avant tout pour moi, pour m'amuser, pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Généralement, je donne toujours les outils qu'il faut en fait, pour que la personne puisse tester. Donc, ça déclenche déjà et juste déjà poser les bases avec le dessin, de se dire, on va partir de là. Ensuite, de passer avec un test avec juste un fil et une aiguille. Ouais. Et après, ça amène à un projet au final parce qu'on prend confiance et on finit par vouloir faire du concret. Oui, après, on va aller plus loin. On se dit, c'est bon, je suis parti, je vais continuer. Exactement. Comment on fait pour continuer ? Ouais, en fait, il y a la transmission, il y a la découverte. Et puis, il y a cette notion de plaisir qui n'est pas à négliger finalement. Et même si on n'est pas créatif, on peut... en fait, qu'on croit qu'on n'est pas créatif, on l'est tous à des degrés différents et parce l'idée c'est de se lancer un moment sur quelque chose qui nous appelle. Toi, tu as le dessin et la broderie et puis il y en a d'autres qui font autrement et voilà, après l'idée c'est de tester et puis voir ce qui fonctionne sur nous. Merci beaucoup pour tout ça. Au niveau des secteurs sur lesquels tu interviens, parce que finalement on a parlé notamment des entreprises, des particuliers, ça reste quand même, hormis il y a les kits où là effectivement quel que soit l'endroit où on se retrouve c'est plus simple finalement d'avancer. Sur quelle zone géographique on peut faire appel à tes services principalement? Je dis pas que ça bloque sur le reste, mais principalement. Là, par exemple, généralement, j'essaye de faire des ateliers assez régulièrement au niveau de la broderie qui s'appelle justement Brodé-Thé. Je travaille en fait dans un salon de thé qui s'appelle Les Favorites à Villers-Cotterêts. Là, on peut me retrouver assez souvent. Et ensuite, j'interviens quand même
à distance. Là, je suis intervenue dans beaucoup de villages autour de Villers-Cotterêts, comme Auteuil ou Coyolles ou Larny-sur-Automne. Et là, j'essaye de me concentrer un peu plus cette année sur Paris, dans le 18e surtout. Et j'essaie en fait de trouver d'autres points où je peux intervenir. Mais voilà. T'étends un petit peu ton terrain de jeu, on va dire ça comme ça. Ok, ça. trop chouette. Et tant qu'on est sur sur l'année 2026, quels sont les projets ou les annonces que tu as envie de nous partager par rapport à cette année, même si elle est déjà un petit peu entamée? Alors, les annonces, c'est que là, je vais en fait me concentrer davantage sur les produits. Donc, je vais faire beaucoup plus de kits un peu plus travaillés. Et je vais essayer de proposer des parcours de 6 semaines. En fait, c'est des séances une seule séance de 2 heures par semaine. Je vais développer en fait ce que j'avais déjà développé parce que j'ai un pass, disons une carte en fait qui s'appelle le pass MC-EDEM, qui propose en fait de travailler sur des parcours complets, c'est-à-dire soit en fait de faire un choix en fait entre les ateliers dessin, broderie ou couture. Donc ça va permettre en fait aux personnes de vraiment cibler leur spécialité. Et il y a le parcours justement que j'ai développé sur 6 semaines qui permet en fait de voir les 3 ateliers ensemble et de travailler sur des projets concrets, personnalisés. Et ensuite, l'idée c'est de continuer à collaborer en fait avec d'autres structures, d'autres personnes qui s'intéressent en fait à la créativité et de proposer en fait mes compétences. Ouais, voilà. Ok, trop bien. Plein de choses finalement. Oui. Et si on revient sur le pass, finalement, il s'adresse principalement à quel type de personnes? Alors, généralement, les personnes qui utilisent le pass MC-EDEM, c'est des personnes qui ont déjà une idée concrète de ce qu'ils auraient aimé faire. Ils savent, par exemple, j'ai eu une personne qui voulait, par exemple, se mettre à faire des tableaux. Elle m'a demandé pour le dessin, donc je lui ai donné toutes les techniques qu'elle pouvait appliquer et elle a beaucoup progressé, par exemple. L'idée, c'était de faire des tableaux un peu plus réalistes sur la nature et les animaux, par exemple. Et je lui ai donné toutes les techniques qui pouvaient lui permettre de travailler et de justement travailler dans le sens, pas juste travailler la technique, mais vraiment sa personnalité, de le faire transmettre, de le transmettre à travers son travail. Et par exemple, pour la broderie, c'était une personne qui m'avait demandé de travailler un motif bien précis. C'était un ourson, par exemple. Voilà. Et il y a une autre personne, en fait, dans le domaine de la couture qui m'a demandé de travailler une poupée. L'idée, c'était de l'habiller. Et jusque-là, on est encore sur le projet. Et, il y a une variété c'est assez riche finalement. C'est vraiment, il y a un point de départ et après on construit ensemble. Excellent. Alors, on va arriver sur la fin de l'émission. Et puis, merci beaucoup encore une fois pour tous tes partages. Et puis, on comprend vraiment la richesse de ton activité. On te retrouve où pour tout ça? On peut me retrouver déjà sur mon site internet, c'est mc-dem.fr. On peut me retrouver sur Instagram, Pinterest et Facebook. Et sur YouTube aussi, j'ai ma chaîne YouTube. Et voilà. On mettra tous les liens en description pour ceux qui souhaitent, pour faciliter en tout cas l'accès à tout ça. Et il ne faut vraiment pas hésiter à m'appeler pour réserver un entretien et discuter. Oui, voilà, découvrir un petit peu et puis ce qui sera le plus cohérent par rapport aussi à votre personnalité et puis à votre besoin
pour glisser finalement vers tout ce qu'a évoqué du coup Mathilde. Alors, 2 dernières questions et après on devra clôturer notre émission. Si tu avais un conseil à partager ou un apprentissage à partager à des personnes qui souhaitent entreprendre, ça serait quoi ? L'apprentissage, c'est en fait de ne pas cesser en fait de s'exprimer à travers des médiums, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre à travers l'art, de s'intéresser en fait à tous les domaines en fait artistiques, d'observer, expérimenter. Oui, l'idée c'est d'expérimenter et de trouver finalement ce qui nous permet de nous nourrir et puis de dire tiens, je vais aller vers ça et je pense que ça va apporter quelque chose dans mon activité. Et dernière question, du coup, si tu avais une bouteille à la mer, une recommandation, un partage inspirant pour toi, ça serait quoi ? Pour finir. Pour moi, c'est de me le dire à moi, de continuer à donner aux autres, de penser aux autres, c'est important. Voilà, de donner un peu plus aux autres. Merci beaucoup. On finit sur cette note positive. Donc on repartagera tous les éléments en description et on se retrouve pour une prochaine émission le mois prochain sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs. Et on se dit à très bientôt et puis merci beaucoup Mathilde. Merci Clément. Tu as envie de devenir ton propre patron ? Besoin de conseils et d'astuces ? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie.